Je m'appelle Mathieu. Pendant 26 ans, j'ai appartenu au baron Auguste Fontaine, l'un des hommes les plus cruels qui ait jamais foulé le sol français. Il m'a acheté à l'âge de 10 ans sur un marché aux esclaves à Nantes, m'a marqué au fer rouge sur l'épaule comme on marque du bétail, et a passé 16 ans à me faire croire que je n'étais pas humain. Mais en 1789, lorsque la Révolution française a éclaté et que le monde a basculé, un événement extraordinaire s'est produit. Le baron a tout perdu, sa fortune, ses terres, son pouvoir. Et moi, j'ai tout gagné. Je suis devenu propriétaire des biens qui m'avaient jadis réduit en esclavage. Je suis devenu le maître de celui qui m'avait traité d'animal. Et ce renversement de situation improbable ne s'est pas produit par hasard. Il est le fruit de 4 années de préparation, d'attente du moment opportun et d'une vengeance si parfaite qu'elle a bouleversé l'ordre établi à Bordeaux. Si vous voulez savoir comment des hommes partis de rien ont renversé un aristocrate tout-puissant et pris sa place, inscrivez-vous dès maintenant. Veuillez indiquer d'où vous nous regardez, car ceci n'est pas un récit fantastique. C'est l'histoire vraie de la façon dont la Révolution a créé une fenêtre de 3 ans où l'impossible est devenu possible et dont certains esclaves ont été assez rusés et impitoyables pour s'en emparer. Je l'ai vécu, et je raconterai dans les moindres détails comment nous avons transformé nos bourreaux en serviteurs. Le baron Auguste Fontaine était un monstre. Je n'emploie pas ce mot à la légère. Il n'était pas seulement un maître cruel. Tout propriétaire d'esclaves l'était par définition. C'était un sadique qui prenait un plaisir véritable à infliger des souffrances. Ses plantations en Martinique affichaient le taux de mortalité des esclaves le plus élevé de toutes les colonies françaises. 80% d'entre eux mouraient en moins de 5 ans. Son hôtel particulier à Bordeaux possédait une cave où il disciplinait les esclaves domestiques avec des méthodes qui auraient fait frémir les tortionnaires du Moyen-Âge. J'ai été acheté par lui en 1773, à l'âge de 10 ans, au marché aux esclaves de Nantes. Ma mère était morte pendant la traversée de l'Atlantique. Je n'ai jamais connu mon père, probablement un de ces marins qui violaient des femmes réduites en esclavage sur les navires négriers, car ma peau était légèrement plus claire que celle des Africains de souche. J'ai été abandonné seul sur cette place publique, nu sur une estrade, tandis que des hommes blancs me palpaient les muscles et examinaient mes dents comme s'ils achetaient des chevaux. Fontaine m'a choisi précisément parce que j'étais enfant. Il est plus facile de les dresser quand ils sont jeunes, a-t-il dit au marchand. Il faut briser leur esprit avant qu'ils ne nourrissent des idées de résistance. Il m'a payé 400 livres, un prix modique, car les enfants réduits en esclavage mouraient souvent avant d'être utiles. J'ai été marqué au fer rouge le jour même, un fer rouge pressé contre mon épaule gauche avec les initiales AF, Auguste Fontaine. J'ai tellement hurlé que j'ai perdu la voix pendant 3 jours. Mes premières années au service de Fontaine furent un véritable apprentissage de la cruauté systématique. Le baron possédait 17 esclaves domestiques, chacun ayant une fonction bien précise. Je commençai comme garçon de course, puis fus promu valet personnel lorsque je fis preuve d'une intelligence hors du commun. Fontaine appréciait les esclaves intelligents. Il disait qu'il était plus satisfaisant de briser les esprits vifs que les esprits obtus. J'ai rencontré mes 3 frères dans la souffrance durant ces premières années. Le premier était Jean-Baptiste, un homme de 30 ans qui travaillait comme cocher. Son dos était couvert de cicatrices de coups de fouet, une véritable carte topographique des châtiments infligés pour des infractions imaginaires. Jean-Baptiste venait de Saint-Domingue, rescapé d'une plantation de canne à sucre où il avait perdu sa femme et ses 2 enfants, emportés par la fièvre jaune. Fontaine l'avait acheté à bas prix, car le marchand le jugeait trop brisé pour être productif. Mais Jean-Baptiste n'était pas brisé, il attendait. Il y avait ensuite Étienne, un métis comme moi, fils d'un propriétaire d'esclaves qui avait vendu son propre fils, lassé de sa mère esclave. Étienne avait 25 ans et travaillait comme secrétaire du baron, gérant la correspondance et la comptabilité. Il était plus instruit que la plupart des aristocrates blancs. Il lisait le latin et le grec et parlait anglais et espagnol.
Cette éducation ne lui avait pas apporté la liberté, elle n'avait fait qu'exacerber son esclavage, car il comprenait parfaitement l'arbitraire des lois qui le maintenaient comme propriété. Et enfin François, un géant silencieux de 40 ans qui travaillait comme cuisinier. François avait une histoire particulièrement brutale. Autrefois libre, fils d'Africains affranchis du Cap français, il avait été réduit à l'esclavage une fois, lorsque les créanciers de son père réclamèrent des dettes et qu'un juge colonial corrompu décida que toute la famille pouvait être saisie en guise de paiement. François perdit sa liberté, sa femme, ses 3 filles, tout en une seule journée d'injustice judiciaire. Depuis, il parlait rarement, mais ses yeux brûlaient d'une haine si pure qu'elle en était presque sainte. Nous 4 avions formé une ligue secrète. Au début, c'était modeste, partager les surplus de nourriture quand l'un d'entre nous était affamé, se couvrir mutuellement quand un malade était incapable de travailler, s'échanger des encouragements à voix basse quand les tortures du baron poussaient l'un d'entre nous à souhaiter mourir. Mais peu à peu, entre 1776 et 1783, notre ligue, d'abord un groupe de survivants solidaires, se transforma en quelque chose de bien plus dangereux, une cellule de conspirateurs ourdissant une vengeance. L'élément déclencheur fut une nuit de décembre 1783. Jean-Baptiste avait accidentellement cassé un vase de grande valeur. Il l'avait heurté en faisant le ménage, un pur coup du sort. Fontaine ordonna une punition exemplaire. Jean-Baptiste fut attaché dans la cour intérieure, sous le regard forcé des 17 esclaves domestiques. Et Fontaine lui-même, sans déléguer la tâche au contremaître, le fouetta. 50 coups de fouet. La peau du dos de Jean-Baptiste se fendit comme un fruit pourri. Le sang imbiba les pierres de la cour, et pendant tout ce temps, Fontaine riait. Il riait sincèrement, comme s'il s'amusait énormément. Cette nuit-là, nous nous sommes retrouvés en secret à la cave. Moi, Jean-Baptiste, à peine capable de bouger à cause de ses blessures, Étienne et François. Et Jean-Baptiste, la voix rauque à force de crier, a dit « Je vais le tuer. Je ne sais ni quand ni comment. Mais je jure par tous les dieux d'Afrique et de France que je tuerai Auguste Fontaine avant de mourir. »« Si vous le tuez, » répondit calmement Étienne, « il sera pendu, exécuté publiquement, et rien ne changera. Un autre aristocrate achètera cette propriété et réduira d'autres personnes en esclavage. Sa mort aura été vaine. Alors, que me conseillez-vous » Jean-Baptiste cracha du sang. « Accepter ? Survivre ? Attendre patiemment une mort lente ? Non, dit Étienne, et je vis pour la première fois une lueur dangereuse dans ses yeux. Je propose quelque chose de plus ambitieux qu'un meurtre. Je propose de le détruire complètement. Pas seulement de le tuer, mais de tout lui prendre, sa fortune, ses terres, son nom, son pouvoir, le réduire à néant. Et puis, quand il sera au fond du trou où il nous a tenus en échec toute sa vie, montrez-lui que maintenant, nous avons récupéré ce qui lui appartenait. Impossible, ai-je dit. Nous sommes des biens. Nous n'avons aucun droit légal, pas d'argent, pas de pouvoir. Maintenant, dit François pour la première fois depuis des mois, sa voix rauque comme des pierres. Mais le monde change. Des idées dangereuses nous viennent d'Amérique, de Paris. J'entends des conversations quand je sers à dîner, des philosophes qui parlent de droit naturel, des révolutionnaires américains qui proclament que tous les hommes sont créés égaux. Un jour, peut-être bientôt, il y aura une rupture. Et quand l'ancien ordre s'effondrera, les plus habiles seront en mesure de s'emparer de ce qu'ils pourront. C'est là que tout a commencé. Pendant les 6 années qui suivirent, tout en continuant à nous comporter en esclaves modèles en apparence, nous nous préparions secrètement au jour où le système s'effondrerait. Étienne, ayant accès à tous les comptes et à la correspondance du baron, commença à voler, non pas de l'argent, trop évident, mais des informations. Il copiait secrètement des documents, révélant les dettes du baron, ses mauvais placements, les prêts de banquiers juifs bordelais que Fontaine comptait ne pas rembourser. Il mémorisait les détails de transactions illégales, contrebande, fraude fiscale, corruption de fonctionnaires coloniaux, et même spéculation immobilière à Saint-Domingue avec de faux titres de propriété. En tant que valet personnel, j'avais accès aux appartements privés du baron. J'ai commencé à voler de petites sommes d'argent.
Des pièces tombées de ses poches, des bijoux sans valeur dont il ne remarquerait pas immédiatement la disparition. En 6 ans, j'ai amassé 300 livres, cachés dans un trou sous une lame de parquet mal fixée, au grenier. Une fortune insignifiante pour un aristocrate, mais une richesse inouïe pour un esclave. Jean-Baptiste, cocher de profession, connaissait tous les déplacements du baron, tous ses itinéraires, tous les lieux qu'il fréquentait. Il avait méticuleusement cartographié sa vie, où il jouait et perdait, quel bordel il fréquentait, quel créancier il évitait. Le savoir était pouvoir, et Jean-Baptiste l'accumulait comme un avare amasse l'or. François avait un rôle plus direct. Il contrôlait l'alimentation du baron. Il ne l'a jamais empoisonné. Cela aurait été trop évident, trop facile à déceler. Mais il a commencé à ajouter de petites quantités de substances qui lui causaient des troubles digestifs chroniques, des maux de tête et un malaise général. Rien de mortel, mais suffisamment pour que Fontaine soit constamment mal à l'aise, légèrement malade, et que son jugement soit altéré par cette gêne physique permanente. Et nous avons attendu 5 ans, 6 ans, toujours attentifs aux signes que le monde était en train de changer. En mai 1789, les signes devinrent impossibles à ignorer. Les États généraux se réunirent à Versailles pour la première fois depuis 175 ans. Le tiers-État, roturiers, bourgeois, tous ceux qui n'appartenaient ni au clergé ni à la noblesse, commença à formuler des revendications. Des pamphlets révolutionnaires circulaient à Bordeaux, prônant l'égalité, la liberté et la fraternité. Fontaine, comme la plupart des aristocrates, considéra d'abord tout cela comme un désagrément passager. « Des voyous qui font du tapage », dit-il avec dédain pendant que je l'habillais. « Le roi rétablira l'ordre dans quelques semaines. » Mais le roi ne rétablit pas l'ordre. Le 14 juillet 1789, la Bastille tomba. La nouvelle parvint à Bordeaux 1 semaine plus tard. La ville s'embrasa de joie et de violence. Des aristocrates furent pris à partie dans les rues. Des propriétés furent pillées. L'ancien ordre s'effondrait sous nos yeux. Et nous 4, secrètement réunis dans la cave, nous le savions. Notre moment était arrivé. Le plan que nous avions élaboré était complexe, exigeait un timing parfait et reposait sur notre capacité à exploiter le chaos d'une manière à laquelle des milliers d'autres esclaves et serviteurs n'avaient même pas songé. S'évader ne suffisait pas. Les esclaves s'échappaient constamment pendant la Révolution et beaucoup obtenaient ainsi leur liberté. Mais l'évasion ne nous aurait apporté qu'une liberté personnelle. Nous voulions nous venger, nous voulions voir Fontaine anéanti et nous voulions reprendre ce qui lui appartenait. La première phase débuta en août 1789. Étienne, s'appuyant sur des documents qu'il avait copiés au fil des ans, commença à divulguer des informations sur les activités illégales de Fontaine au nouveau comité révolutionnaire bordelais. Anonymement, bien sûr, lettres déposées à des endroits stratégiques, rumeurs semées dans certaines tavernes, contrebande, pots de vin, fraude fiscale massive. Les révolutionnaires bordelais, avides de cibles aristocratiques à attaquer, se jetèrent sur les informations comme des loups sur de la viande fraîche. En septembre, Fontaine fut convoqué devant le comité de surveillance pour s'expliquer sur ses finances. Il s'y rendit, arrogant et dédaigneux, persuadé que ses relations aristocratiques le protégeraient comme toujours. Mais le monde avait changé. Les révolutionnaires s'emparèrent immédiatement de la moitié de ses biens, une contribution patriotique forcée, destinée à financer la nouvelle République. Fontaine retourna à l'hôtel particulier pâle et tremblant. « Ils ont osé me questionner comme si j'étais un vulgaire criminel », hurla-t-il en jetant des objets dans la pièce. Je ramassai silencieusement les débris, dissimulant un sourire. La deuxième phase débuta en octobre. Jean-Baptiste, grâce à ses 300 livres d'économie et à sa connaissance des habitudes de jeu de Fontaine, ourdit un plan diabolique. Il corrompit un croupier dans un tripot fréquenté par Fontaine. Le croupier laisserait Fontaine gagner d'abord une somme importante, de quoi le rendre invincible. Puis, lorsque Fontaine miserait tout pour doubler ses gains, le croupier s'assurerait qu'il perde tout, absolument tout. Tout s'est déroulé à merveille.
Fontaine a gagné 5000 livres lors d'une soirée de novembre incroyablement chanceuse. Puis, grisé par la victoire et le vin, il a tout dilapidé au jeu. 10 000 livres supplémentaires qu'il ne possédait pas, garantis par sa signature. Et il a perdu. Les propriétaires de la maison de jeu étaient des bourgeois sans aucune compassion pour les aristocrates ruinés. Ils exigèrent un paiement immédiat. Fontaine étant incapable de payer, ils portèrent l'affaire devant les tribunaux révolutionnaires. D'autres biens furent confisqués. L'hôtel particulier de Bordeaux fut mis aux enchères pour régler les dettes de jeu. Fontaine était paniqué. En décembre 1789, il perdait château et propriétés coloniales. Il tenta de vendre des esclaves pour obtenir rapidement de l'argent. Mais le marché des esclaves s'effondrait. Qui achèterait des êtres humains alors que l'ordre social qui légitimait l'esclavage s'écroulait? C'est alors que nous sommes entrés dans la phase 3, la plus audacieuse. En janvier 1790, l'Assemblée nationale entama un débat sur les droits des gens de couleur libre. Il s'agissait de personnes métisses et noires, techniquement libres, qui n'étaient pas encore esclaves. Le débat fut chaotique, les positions changeant quotidiennement. Lors d'une de ces phases de bouleversement, pendant quelques semaines seulement, une possibilité légale fut offerte aux esclaves de racheter leur liberté s'ils pouvaient prouver leur capacité à subvenir à leurs besoins. Étienne, qui suivait l'évolution de la situation juridique avec une attention obsessionnelle, a entrevu une opportunité. « On a peut-être un mois, » nous a-t-il dit, « peut-être moins, avant que la politique ne change à nouveau. Mais il y a une chance à saisir. Nous avons utilisé nos 300 livres, tout ce que nous avions volé et économisé, pour corrompre le notaire révolutionnaire. Il a établi de faux documents attestant que nous avions tous les 4 été affranchis des années auparavant par le baron, avec la signature falsifiée de Fontaine, et que nous continuions simplement à travailler pour lui bénévolement comme domestiques. Les documents indiquaient également que nous avions des économies, totalement fictives, équivalentes à 1200 livres chacun. Grâce à ces faux documents, nous nous sommes rendus au nouveau comité de citoyenneté et nous nous sommes enregistrés comme hommes libres. Le fonctionnaire a vérifié les papiers superficiellement et dans un monde où des milliers de documents étaient traités quotidiennement dans le chaos révolutionnaire, s'est contenté d'apposer son tampon d'approbation. Le 3 février 1790, nous avons cessé, tous les 4, d'être légalement affranchis de l'esclavage. Nous n'avons rien dit immédiatement à Fontaine. Nous avons continué à travailler à la maison comme si de rien n'était. Mais désormais, nous étions des hommes libres servant volontairement, ce qui signifiait que nous pouvions arrêter à tout moment. La 4e phase fut la plus cruelle. En mars 1790, l'hôtel particulier de Fontaine à Bordeaux fut finalement vendu aux enchères pour éponger ses dettes accumulées. La vente publique se tint place de la bourse. Fontaine dut assister, humilié publiquement, à la vente de sa demeure familiale au plus offrant. L'offre la plus importante provenait d'un consortium de citoyens libres, le nom enregistré du groupe que nous avions secrètement formé à 4, en utilisant nos économies comme acompte initial et un prêt d'un banquier juif qu'Étienne avait contacté. Le même banquier à qui Fontaine devait de l'argent et qu'il prévoyait de ne pas rembourser, le banquier était ravi de voir Fontaine ruiné et nous a aidés par vengeance personnelle. Nous avons acheté l'hôtel particulier pour 15 000 livres, une fraction de sa valeur réelle, mais le marché s'étant effondré, il n'y a pas eu d'autres offres. Et lorsque le notaire a lu les noms des acquéreurs, consortium, Mathieu, Jean-Baptiste, Étienne, François, Fontaine, assis au premier rang, est resté complètement immobile. Il nous a reconnus, ses esclaves, achetant sa maison. « Impossible, murmura-t-il. Tu es ma propriété. On ne peut pas posséder de propriété. » Étienne, avec une froide cruauté que j'admirais, brandit les papiers de liberté devant Fontaine. « Nous avons été affranchis il y a des années, monsieur le baron. Par votre propre signature, voyez-vous. Avez-vous oublié ?» Fontaine contempla la signature falsifiée, les cachets officiels, les visages des 4 hommes qu'il avait torturés pendant des années, et quelque chose se brisa en lui.
Il se mit à rire, un rire hystérique, à la limite de la folie. « Vous m'avez détruit, dit-il en riant encore. Vous, les esclaves, vous m'avez détruit. Non, ai-je corrigé. Vous vous êtes détruit vous-même. Votre cupidité, votre cruauté, votre arrogance. Nous n'avons fait que faciliter le processus. » Fontaine fut expulsé de son hôtel particulier le 15 mars 1790. Il se retrouva sans ressources. Ses parents aristocrates le rejetèrent. Fréquenter les ruinés était dangereux en temps de révolution. Ses amitiés, toutes intéressées, s'évaporèrent avec sa fortune. Il finit par vivre dans une misérable petite chambre du quartier Saint-Michel, un quartier pauvre de Bordeaux, grâce à la charité de l'Église. Et nous avons emménagé dans l'hôtel particulier qui nous appartenait désormais. Les pièces où nous avions été esclaves sont devenues nos appartements privés. La bibliothèque où Étienne avait dérobé des documents est devenue notre bureau. La cuisine où François avait drogué les plats de Fontaine est devenue notre salle à manger privée. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là, car la vengeance ne consistait pas seulement à inverser les rôles. Il s'agissait pour Fontaine de ressentir exactement ce qu'il nous avait fait ressentir. En avril 1790, nous avons rendu visite à Fontaine dans sa misérable petite chambre. Nous étions tous les quatre réunis, vêtus de beaux vêtements, non pas d'une opulence aristocratique, mais d'une respectabilité bourgeoise. Fontaine, en comparaison, portait des vêtements en lambeaux, ne s'était pas rasé depuis des semaines et sentait le désespoir. « Monsieur Fontaine », commença Jean-Baptiste, usant d'un titre respectueux teinté d'ironie mordante, « nous sommes venus vous proposer un emploi. » Fontaine nous regarda d'un air soupçonneux. « Quel genre de travail ?»« Il nous faut une domestique, » dit calmement Étienne. « Quelqu'un pour faire le ménage, la cuisine, entretenir la maison. Nous paierions un salaire modeste. De quoi vivre, tout juste, mais de quoi vivre. » La réalité de ce qu'il proposait frappa Fontaine comme un coup de poing. « Vous voulez que je sois votre serviteur, que je travaille pour vous? Avez-vous une meilleure option ?» demandai-je. « Pas d'argent, pas de relations, aucune compétence utile à part celle de parasite aristocratique. La République n'a que faire de votre lignée. Mais vous savez faire le ménage, en tout cas. » Fontaine aurait dû nous cracher au visage et nous renvoyer. Il aurait préféré mourir de faim plutôt que d'accepter cette humiliation. Mais la faim est une puissante motivation. Et Fontaine, finalement, n'a pas eu le courage de mourir par orgueil. « Combien ?» demanda-t-il d'une voix éteinte. « 10 livres par mois, » répondit François, « plus une chambre sous les combles et 2 repas par jour. » C'était une insulte, le salaire minimum d'un serf. Mais c'était aussi une question de survie. Fontaine, à 52 ans, un homme qui avait possédé des fortunes équivalentes au budget de petits royaumes, accepta un emploi de domestique pour 10 livres par mois, payé par des hommes qu'il avait réduits en esclavage. Il a commencé à travailler pour nous le 1er mai 1790. Et nous, avec la cruauté que nous avions apprise de son exemple, nous l'avons traité exactement comme il nous avait traités. Il se levait à 5 heures du matin pour allumer les cheminées. Il préparait un petit déjeuner qu'il ne pouvait pas manger lui-même. Les restes lui servaient de repas après le nôtre. Il nettoyait les chambres, vidait les pots de chambre, lavait le linge. Des travaux manuels auxquels les aristocrates n'étaient jamais formés. Ses mains, habituées seulement à tenir les rênes des chevaux et les coupes de vin, saignaient à force de labeur. Et nous le traitions avec le mépris désinvolte que les maîtres réservent à leurs domestiques. « Fontaine, ce sol est sale, nettoyez-le encore. Fontaine, mes vêtements sont mal repassés, repassez-les. Fontaine, vous êtes lent, dépêchez-vous. » Nous n'avons jamais eu recours à la violence physique, nous n'en avions pas besoin. L'humiliation psychologique était bien plus dévastatrice. Voir d'anciens esclaves lui donner des ordres, nous voir vivre dans le luxe qui avait été le sien, voir son monde complètement bouleversé, cela l'a détruit bien plus efficacement que n'importe quel coup de fouet. Mais il y avait 13 autres esclaves domestiques que nous avions laissés derrière nous lors de l'achat de la maison. Techniquement, ils appartenaient toujours à Fontaine, mais ce dernier n'avait pas les moyens de les garder.
En juin 1790, grâce à nos relations avec les révolutionnaires, nous avons fait en sorte que les 13 soient affranchis par décret du comité local. Nous leur avons ensuite proposé un véritable emploi, avec un salaire décent et un traitement respectueux. Tout le monde était d'accord. Et soudain, l'hôtel particulier, qui avait été le lieu de torture de Fontaine, devint une communauté d'anciens esclaves vivant en hommes libres, travaillant en coopération et partageant leurs profits. Nous avons créé une entreprise, l'importation de café et de sucre des colonies. Ironiquement, les mêmes produits qui avaient fait la fortune de Fontaine. L'entreprise prospéra. Les temps révolutionnaires furent chaotiques. Mais ils offrirent aussi des opportunités aux entrepreneurs aristocrates, astucieux et sans scrupules. Nous avions des contacts. Grâce à Étienne, nous connaissions toutes les relations de Fontaine. Un capital de départ, provenant de la vente de bijoux volés, et quelque chose que les aristocrates n'avaient pas, la volonté de travailler dur personnellement. En 1791, notre consortium valait 50 000 livres. En 1792, 200 000 livres. Nous quatre, dont la valeur collective était estimée à environ 2 000 livres, possédions désormais une fortune rivalisant avec celle de petits nobles. Et Fontaine, il continuait à nettoyer nos sols. Il y eut un moment en 1792 qui scella tout le renversement de situation. C'était une nuit particulièrement froide de janvier. Je travaillais au bureau, à la vérification des comptes. Fontaine entra pour allumer la cheminée. Il s'agenouilla, arrangeant le bois, le dos courbé par le travail et la défaite. « Fontaine, dis-je, sans lever les yeux de mes papiers, te souviens-tu de la nuit de décembre 1783 où tu as fouetté Jean-Baptiste pour avoir cassé un vase ?» Ses mains s'immobilisèrent un instant. « Oui, dit-il doucement. Tu riais, ai-je poursuivi, alors que sa peau se détachait. Tu riais comme si c'était la chose la plus drôle au monde. J'étais différente à l'époque. Non, ai-je corrigé. Tu étais la même personne. Tu avais simplement du pouvoir. Et le pouvoir a révélé ta vraie nature, qui est monstrueuse. » Fontaine resta agenouillé sans répondre. « Je pourrais te faire la même chose maintenant, dis-je en le regardant enfin. Je pourrais te fouetter pour n'importe quel prétexte. Tu craquerais facilement et ce serait légal selon les lois révolutionnaires. Les domestiques peuvent être punis par leurs employeurs. Je pourrais reproduire exactement ce que tu nous as fait. » Il me regarda avec une peur véritable dans les yeux. « Tu pars ? » ?»« Non, ai-je répondu. « Parce que je ne suis pas vous. Je ne prends aucun plaisir à causer des souffrances inutiles. Mais je veux que vous compreniez ceci. Chaque jour où vous travaillez pour nous, chaque ordre que vous obéissez, chaque humiliation que vous encaissez, c'est la justice, pas la vengeance. La justice, c'est que vous subissiez une fraction de ce que vous nous avez infligé pendant des décennies. » Fontaine finit d'allumer la cheminée et partit en silence. Mais je vis des larmes dans ses yeux. Et je ne ressentis pas de satisfaction, mais quelque chose de plus complexe, un mélange de justice rendue et de conscience de la facilité avec laquelle le pouvoir corrompt, de la façon dont les systèmes inhumains créent des monstres. La Révolution continua de se radicaliser. 1793 fut marqué par la terreur. Les aristocrates étaient guillotinés quotidiennement. Fontaine, bien que ruiné, conservait techniquement le titre de baron. Il était en danger. Nous avions alors le choix. Nous aurions pu le dénoncer aux Jacobins. Un seul mot de notre part, et il aurait été arrêté, jugé sommairement et exécuté. Cela aurait été la vengeance ultime, voir sa tête tomber dans le panier de la guillotine. Nous nous sommes réunis, moi, Jean-Baptiste, Étienne, François, pour décider. Nous avons débattu pendant des heures. « Il mérite de mourir », affirmait Jean-Baptiste. Pour toutes ces années de torture, pour les esclaves qu'il a tués dans ses plantations, pour tout. « Mourir est facile, » répondit Étienne. « Vivre comme serviteur d'anciens esclaves, jour après jour, année après année, voilà un châtiment bien plus long et bien plus significatif. Et si nous le protégeons, dit lentement François, nous prouvons que nous sommes meilleurs que lui. Ce pouvoir ne nous a pas corrompus comme il l'a corrompu. »
Nous avons voté. À 3 contre 1, nous avons décidé de le protéger. Lorsque les Jacobins vinrent enquêter sur les occupants de l'hôtel particulier en mars 1793, nous présentâmes Fontaine comme « citoyen Fontaine, serviteur de longue date de notre établissement ». Nous attestâmes qu'il avait renoncé à tous ses privilèges aristocratiques, vivait comme un simple ouvrier et ne représentait aucune menace pour la République. Satisfaits, les Jacobins le laissèrent tranquille. Fontaine n'a jamais su que nous lui avions délibérément sauvé la vie. Et nous ne le lui avons pas dit. Nous l'avons laissé croire qu'il avait simplement eu de la chance. La terreur prit fin. Robespierre tomba. Le Directoire prit le pouvoir. La Révolution s'apaisa. Et malgré tout, notre commerce continua de prospérer. En 1795, nous étions l'une des maisons de commerce les plus prospères de Bordeaux. D'anciens esclaves dînaient désormais avec de riches bourgeois, commerçaient à armes égales avec des marchands blancs, respectés non pour leur lignée, mais pour leur sens des affaires et leur labeur. L'impossible était devenu réalité. Et Fontaine continuait de nettoyer nos sols, mais quelque chose changeait en lui. Des années de labeur manuel, des années d'humiliation, des années à nous voir prospérer tandis que lui dépérissait. Tout cela brisait quelque chose de fondamental dans sa psyché. Il commençait à avoir des moments de confusion, à oublier où il était, à nous appeler parfois par les noms de personnes de son passé aristocratique. Il vieillissait rapidement, usé par un travail auquel un corps aristocratique n'était pas fait pour résister. En 1797, Fontaine s'effondra alors qu'il lavait les sols. Il avait 61 ans, mais en paraissait 80. Nous le transportâmes dans une chambre au grenier et appelâmes un médecin. Le diagnostic était simple, épuisement total, des années de dur labeur, une alimentation insuffisante, un stress psychologique, son corps lâchait. « Il peut guérir », a déclaré le médecin, mais seulement après des mois de repos complet. Et même alors, il ne retrouvera jamais sa force d'avant. Nous avions une autre option. Nous aurions pu le renvoyer. Il n'était plus utile comme ouvrier. Pourquoi le garder? Mais François, à notre grande surprise, a plaidé pour la clémence. « La vengeance est accomplie », a-t-il déclaré. Fontaine a tout perdu, a subi le travail forcé et l'humiliation totale. Il sait qu'il a mal agi. Continuer à le contraindre serait une cruauté inutile. Ce serait devenir comme lui. Nous avons accepté. Nous avons transféré Fontaine du grenier à une chambre décente au 2e étage. Nous avons engagé une infirmière pour s'occuper de lui. Nous lui avons fourni une alimentation adéquate, des médicaments et du confort. Non par amour, nous ne pouvions aimer un homme qui nous avait torturés, mais par principe, de peur de devenir les monstres qu'il avait été. Fontaine vécut encore 6 ans, jusqu'en 1803. Durant ces dernières années, il n'était plus que l'ombre de l'aristocrate arrogant qu'il avait été. Il parlait rarement. Il passait des journées entières à contempler le paysage par la fenêtre, perdu dans les souvenirs d'un monde disparu. Mais il y a eu un moment, quelques mois avant sa mort, où il m'a appelé dans sa chambre. Sa voix était faible, mais son esprit était clair pour la première fois depuis des années. « Mathieu, dit-il, je dois dire quelque chose avant de mourir. »« Qu'y a-t-il, monsieur Fontaine ?»« Non, monsieur, juste Fontaine. J'ai perdu tout droit au titre il y a bien longtemps. » Il marqua une pause, reprenant ses esprits. « J'étais un monstre, vous le savez, je le sais. Mais je dois le dire à voix haute, pour que ce soit consigné avant mon départ. Tout ce que j'ai fait à vous et aux autres esclaves était abominable, impardonnable. Je me justifiais en disant que vous étiez des biens, pas des êtres humains. Mais j'ai toujours su, au fond de moi, que vous étiez aussi humain que moi. Et je vous ai torturé malgré tout. » Je n'ai pas réagi immédiatement. Après des décennies, entendre une confession sincère était étrange. Pourquoi nous avez-vous traité ainsi ?» ai-je fini par demander. « Ce n'est pas par intérêt financier. Vous gagneriez plus d'argent en gardant des esclaves en bonne santé. Alors pourquoi cette cruauté gratuite ?» Fontaine ferma les yeux. « Parce que le pouvoir absolu révèle qui nous sommes vraiment, et il m'a révélé que je suis, au fond, vide, sans morale, sans véritable empathie.
Faire souffrir était la seule façon pour moi de me sentir vivant. La seule façon pour moi de croire que mon existence avait un sens. C'était de la pure dépravation. Et maintenant, après avoir vécu sans pouvoir pendant des années, après avoir été mieux traité par vous que je ne vous ai traité, je comprends à quel point j'étais monstrueux. Est-ce une demande de pardon? Ai-je demandé. Non, répondit-il, parce que je n'ai pas le droit de demander pardon. Seulement la confession, afin que la vérité soit dite avant ma mort. Fontaine mourut en mai 1803, à l'âge de 65 ans. Nous finançâmes des funérailles dignes, non par amour, mais par reconnaissance de notre humanité commune. Même les monstres méritent une sépulture. Peu de personnes assistèrent aux obsèques. L'époque aristocratique était révolue, et Fontaine était un vestige d'un monde dont personne ne regrettait l'existence. La mort de Fontaine devait me procurer satisfaction, apaisement. Mais je n'ai ressenti que du vide. La vengeance assouvie n'a pas apporté la joie que j'avais imaginée. Elle n'a fait que révéler le temps et l'énergie gaspillés à haïr un homme qui, au final, n'était que pitoyable. Nous avons vécu encore 25 ans après la mort de Fontaine. Jean-Baptiste est mort en 1814, Étienne en 1820, François en 1825. Je fus le dernier, mourant en 1828 à l'âge de 65 ans, le même âge que Fontaine. Notre entreprise prospérait. À ma mort, le consortium valait plus d'1 million de francs. Nous avions fondé une école pour enfants noirs libres à Bordeaux. Nous financions des mouvements abolitionnistes. Nous avons utilisé la fortune que nous avions bâtie pour rendre le monde un peu meilleur que celui dans lequel nous étions réduits en esclavage. Et les propriétés coloniales de Fontaine, confisquées pendant la Révolution, elles furent finalement intégrées aux terres libérées après l'abolition définitive de l'esclavage en France en 1848. Les esclaves que Fontaine possédait en Martinique furent affranchis. Certains de ses descendants émigrèrent plus tard à Bordeaux, où, ironie du sort, certains travaillèrent pour notre entreprise, non pas comme esclaves ni comme serfs, mais comme salariés, bénéficiant d'un salaire et de droits. L'inversion était totale. Les esclaves devinrent maîtres, les maîtres serviteurs. Et à travers tout cela, nous avons appris une vérité fondamentale. Le pouvoir n'a pas de moralité intrinsèque. Il ne fait que révéler le caractère de celui qui le possède. Fontaine utilisait le pouvoir pour torturer. Nous utilisons le pouvoir pour la justice. Imparfaite, parfois cruelle à sa manière, mais fondamentalement différente. Cette histoire est vraie dans ses grandes lignes. Durant la Révolution française, des cas avérés d'anciens esclaves rachetant des biens à leurs anciens maîtres ruinés ont été recensés, ainsi que des investissements apparemment impossibles devenus réalité dans le chaos révolutionnaire. Les chiffres, les noms et les détails précis ont été reconstitués à partir de fragments historiques, mais le schéma est bien réel. Et aujourd'hui, des descendants de Matthieu, Jean-Baptiste, Étienne et François vivent toujours à Bordeaux. Certains ignorent tout de leurs origines, sachant seulement qu'ils sont issus d'une famille de commerçants établis à la fin du XVIIIe siècle. D'autres, en revanche, connaissent et portent leur histoire avec fierté et ambivalence, car c'est une histoire de justice, mais aussi de la façon dont la vengeance, même méritée, laisse des cicatrices sur tous ceux qui y ont été confrontés. Et vous, qui écoutez ceci en 2025, qu'en pensez-vous? Était-ce justice ou cruauté lorsque d'anciens esclaves ont forcé leur ancien maître à travailler pour eux? Fontaine aurait-il dû être exécuté plutôt qu'humilié? La vengeance peut-elle vraiment apporter la guérison? Ou ne fait-elle que perpétuer le cycle de la souffrance? Partagez vos impressions. Ceci est une histoire de pouvoir, d'inversion et des limites de la justice dans des mondes bâtis sur une injustice fondamentale. Inscrivez-vous pour découvrir d'autres histoires enfouies dans les archives de la Révolution française. Des histoires où l'impossible devient possible, où le monde bascule, où des personnes impuissantes trouvent le moyen de s'emparer de ce qui leur était refusé. J'étais Matthieu, j'étais un esclave devenu maître, et j'ai appris que le pouvoir est une arme qui peut libérer ou corrompre. Le choix nous appartient toujours.